commencer pour cette mise en jambe pour ce webinaire. Merci Véronique. Donc bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je me présente, je suis Daïsel, chargé de digital à la Chambre de commerce et industrie de l'Hérault. J'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue de la part des 4 partenaires qui ont mis en place ce dispositif à vos côtés, les CCI du Gard et de l'Hérault, ainsi que les agences de développement touristique, Gard Tourisme et Hérault Tourisme. À vos côtés a été créé avec l'appui du groupe ID Réseau et je tiens à remercier dès à présent Véronique et Benoît qui assureront, je suis certain avec brio, avec efficacité, l'animation de cette heure et demie que nous passerons ensemble. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister aux précédentes sessions, je tiens à vous rappeler que les replays sont disponibles sur les sites des différents partenaires. Donc n'hésitez pas à les consulter. Cette première série de 5 webinaires représente un cheminement logique vous permettant d'avoir toutes les clés pour faire face à cette période inédite où la crise qui nous a touchés de plein fouet nous oblige à nous remettre en cause et à nous adapter aux nouveaux comportements des clientèles touristiques. Pour l'heure, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour aborder cette 3e étape de cette série de webinaires qui s'intéressera à la question de la communication au travers du sujet, comme vous l'avez à l'écran, adapter sa communication de transparence et éthique. Bien que l'on ne puisse encore faire de projections sur l'impact sur la durée de cette crise, on peut nier que la situation sanitaire que nous avons vécue, et qui n'est pas encore terminée, a déjà amené des changements plus ou moins profonds dans l'approche qu'ont les clients de leur consommation de produits touristiques. Ainsi, nous avons pu voir au cours des précédents webinaires comment comprendre les évolutions du comportement de ces touristes, les nouvelles attentes qui sont suscitées, les comportements qui en sont induits, ainsi que les leviers pour adapter son offre et ses services en fonction de ces nouveaux comportements. Et je suis tenté de dire, comme toute offre, comme tout produit, l'étape suivante est bien entendu de communiquer dessus pour les faire connaître et les commercialiser. C'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose que vous maîtrisez, je suis tenté de dire, parce que vous les pratiquez quotidiennement, mais qui, encore une fois, doit être réadapté pour correspondre aux attentes de vos cibles qui sont en pleine mutation. Des mutations qui avaient déjà débuté avec un positionnement et une recherche de plus en plus forte sur les engagements et les valeurs que vous êtes susceptibles de véhiculer, mais qui s'accélèrent encore jusqu'à devenir un élément pivot dans la décision de l'acte d'achat d'un service touristique pour les sites que vous avez à travailler en cette sortie de crise. Donc l'enjeu pour vous, c'est alors d'épouser cette posture de communicant sur ces engagements, sur ces valeurs et de les traduire dans la présentation de votre offre et de vos services au sein de votre communication. Et ça tombe bien, cet enjeu, c'est ce que vous allez explorer aujourd'hui, dès à présent, avec nos 2 intervenants. Avant de leur laisser la parole, sachez que dans cette crise, vous n'êtes pas seuls. Les partenaires que nous sommes, les CCI, les ADT, nous sommes à vos côtés, on est à votre disposition pour vous aider dans la mise en place de ces offres, de ces services et dans ces nouvelles façons de communiquer. C'est pour ça qu'en fin de webinaire, je reviendrai très rapidement sur les dispositifs qui peuvent vous être proposés. Pour l'heure, je laisse la parole à Véronique et à Benoît et je vous souhaite un très bon webinaire. À tout à l'heure. Merci beaucoup David pour cette introduction. Tu as brossé avec beaucoup d'efficacité ce que nous allons effectivement essayer de traiter pendant 7h30 ensemble. Juste un petit rappel pour les règles du jeu. Hop, pardon, c'était pas celle-là, voilà, c'était celle-ci. Les règles du jeu, donc, vos webcams ne sont pas activées pour qu'on puisse avoir le meilleur flux possible. On coupe le son, donc idem hein, pour l'effet brouhaha. Surtout si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous avez le petit symbole point d'interrogation qui permet que vous puissiez nous poser des questions. Certaines questions, on vous répondra directement pendant la présentation par écrit ou on prendra votre question à l'oral. On essaye évidemment le plus possible de répondre à l'ensemble de vos questions. On va attaquer du coup pour cette heure et demie. Je vais commencer en me présentant. Je suis Véronique Vidal, je suis cofondatrice du cabinet 4V et membre d'ID Réseau. Je suis consultante puisque je fais du développement économique et de l'accompagnement des entreprises en développement économique depuis 15 ans maintenant, que les entreprises touristiques. Donc voilà, et je suis aussi pour accompagner au-delà du développement économique et du chiffre d'affaires, mais les hommes et les femmes qui constituent les entreprises et les organisations. Je suis aussi coach certifié sur des accompagnements dits de sciences humaines. Voilà. Je suis coéquipée aujourd'hui avec Benoît. Benoît, je te laisse du coup te présenter. Écoutez, Benoît Dudrail, moi je suis un consultant aussi en tourisme, notamment e-tourisme sur Montpellier. Et j'accompagne beaucoup des territoires, des professionnels sur leur stratégie digitale, que ce soit le contenu sur leur communication. Voilà, je suis membre fondateur aussi du groupement ID Réseau. Et on travaille beaucoup aussi avec l'ADT de l'Hérault actuellement justement sur
leur nouveau site web, sur leur stratégie de contenu, leur rapport à l'expérience. Voilà, voilà. Alors, le dispositif, c'est beaucoup de choses. David en a un petit peu parlé. C'était juste pour vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est, de quoi est-ce qu'on va traiter. Donc, dans le dispositif, vous avez eu un webinaire introductif sur la dimension des nouvelles clientèles et des nouvelles attentes. Et puis, on attaque les webinaires plus stratégiques. Aujourd'hui, on est sur un webinaire stratégique. Et vous avez ensuite des webinaires plus opérationnels. David le disait, c'est vraiment un cheminement qu'on a essayé de construire pour vous amener d'une réflexion, d'une conscience de ce qui se jouait vers des pistes stratégiques jusqu'à une mise en œuvre opérationnelle. Voilà, donc aujourd'hui, il y aura plein d'exemples, ne vous inquiétez pas, mais on va effectivement essayer de brosser les enjeux stratégiques dans la communication. David vous a parlé de la possibilité que vous aviez de voir en replay les choses. Donc voilà, vous avez une diapo qui vous montre tous les endroits où vous pouvez trouver la ressource pour effectivement pouvoir aller voir tout ça en replay si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de voir certains webinaires. Alors, on va attaquer tout de suite, il est temps. Je vous dresse un petit peu le panorama de ce qu'on va traiter pendant cette heure et cette heure et demie. Benoît nous fera une introduction concernant le contexte et les nouvelles attentes des consommateurs, évidemment au travers du prisme de la crise que nous avons et nous continuons à vivre, puisqu'elle n'est pas terminée évidemment. On regardera en quoi la communication, comment elle se structurait avant et comment elle va se structurer, et comment elle se structure aujourd'hui, avec effectivement et bien sûr des nouveautés, des choses nouvelles qui apparaissent là-dedans. On va aller voir beaucoup d'exemples pour illustrer les propos. On ira travailler sur les différents niveaux de discours, de l'indispensable, ce que vous n'avez pas le choix, il faut le faire, jusqu'à aller travailler des niveaux plus expérientiels, plus émotionnels. Et David parlait des valeurs, évidemment, on ira parler autour de ces enjeux de valeurs qui sont particulièrement importants avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis, on ira travailler des cibles un petit peu particulières en fin de webinaire, qui sont des gens que vous ne travaillez pas souvent beaucoup, qui sont les prescripteurs et la population locale, puisqu'on a un peu un nouvel angle de travail avec ces gens-là aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que Benoît fasse l'introduction. Donc, Benoît, je te laisse la parole pour lancer le contexte. Merci Véronique. Oui, bah, écoutez, on est en phase quand même assez avancée aujourd'hui de déconfinement. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on était coincé à la maison. Donc, on va faire un petit point justement où on en est, parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes. Donc, depuis le 11 mai, on est en train de déconfiner de manière transitoire, avec bien sûr la limite, beaucoup de doutes et beaucoup de difficultés pour vous, professionnels, à anticiper, à savoir ce qu'il faut faire justement dans cette logique-là. Depuis le 2 juin, finalement, on y voit beaucoup plus clair, avec beaucoup d'opportunités pour tout le monde, justement, la capacité d'ouvrir. On est quand même sur une bonne pente là, hein, actuellement. Si on prend Montpellier, par exemple, pour info, il n'y a pas eu d'admission de cas Covid à l'hôpital depuis le 12 mai. Quoi. Donc, ça veut dire quand même que c'est, d'un point de vue purement sanitaire, on est en bonne pente. Alors maintenant, par rapport aux contraintes réglementaires, en fait, on aura une France, donc on est en zone verte, bien sûr, c'est avec toutes ces possibilités, jusqu'au 22 juin, ce qui sera la prochaine étape hein, que se donne le gouvernement, en gros, toutes les 3 semaines, de réévaluer la chose un petit peu, voir justement s'il y a d'autres possibilités, d'autres ouvertures, si on relâche un petit peu ou si on resserre en fonction du taux de contamination entre guillemets du virus. Voilà, donc a été annoncé hier aussi par le gouvernement qu'il y aurait une 3e phase de déconfinement qui devrait avoir lieu dans l'été, hein, donc un bilan toujours. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de contraintes, on a beaucoup d'états d'âme, on a des besoins, on a des attentes, on est un peu dans l'expectative. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille et qu'on s'adapte. C'est pour ça qu'on pensait que c'était intéressant d'attaquer cette première approche par rapport à l'état d'esprit dans lequel se trouve notre clientèle. Hein, donc c'est vrai que la communication, c'est déjà s'adresser à des clients potentiellement, justement, et eux, comment ils l'ont vécu. Donc, dans quel état d'esprit ils sont. Si on fait à la sortie un petit peu de cette approche-là, ils sont quand même dans une logique de
d'une période compliquée avec une vraie stupéfaction. C'est la première fois quand même qu'on se fait confiner, avec une incertitude quand même et beaucoup d'interrogations qui a été valorisée par les études de BVF par exemple sur la suite, même si ça semble un petit peu se dégager là maintenant, avec un recentrage quand même très important sur tout ce qui est essentiel, donc la vie, l'affectif, la liberté, qui ont été assez éprouvés, on va le voir juste un petit peu en dessous. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi une activité, enfin peu d'activité, justement, de l'inactivité. Pour beaucoup de gens, ils sont restés coincés chez eux, avec même une logique de promiscuité, et la peur de se retrouver aussi confiné loin de chez soi, qui est encore une peur. Hein. C'est-à-dire que si je pars aujourd'hui, et notamment si je pars à l'étranger ou autre, et que je tombe malade, comment ça se passe, est-ce que je peux revenir, ainsi de suite. Donc ça fait partie des craintes qu'on a. Derrière cette logique, finalement, il y a pas mal d'émotions négatives, et c'est pour ça que ces émotions négatives, on ne peut pas les négliger. Elles sont quand même là. C'est assez éclectique quand même, hein, parce que les petites photos que je mettais à droite dans la population, c'est-à-dire que tout le monde ne pense pas pareil, ne ressent pas. Il y a beaucoup d'écarts. Il y a des gens qui sont très légers. Il y en a d'autres pour qui c'est encore la panique et l'angoisse. Donc en fait, en gros, on va retrouver de la peur, de la contamination, quand même une crainte économique hein, par rapport à ce qui va se passer. On rentre quand même dans une après la comment ça s'appelle la crise sanitaire, c'est la crise économique qui semble se dessiner. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal d'angoisse hein, et d'anxiété qui peut être croissante vis-à-vis de nos clients. Il y en a pas mal qui ont décidé aussi de ne pas partir par rapport à ça. Et puis, l'IFOP, justement, faisait des études là-dessus avec une détresse psychologique pour certains. Et je crois que c'est 60% de la population qui a des troubles du sommeil. Donc, ça veut dire que quand même, on a été un petit peu bousculé là-dedans. On a été aussi pas mal ébranlé sur tout notre affectif, quand même, notre équilibre affectif, avec pour certains un sentiment d'isolement assez important vis-à-vis de la famille, d'autres avec des tensions aussi qui peuvent avoir lieu, et puis un éloignement assez important familial et voire avec les amis aussi, donc qui pose pas mal, qui génère un déséquilibre. Voilà. Alors, à partir de là, de ce constat, on a pu établir un petit peu des besoins qui sont identifiés chez nos principaux clients. Alors, le premier, bien sûr, c'est tout ce qui va tourner autour de la sécurité. C'est que les études le montrent en plus, c'est qu'avant tout, avant de vivre l'expérience d'une approche touristique, d'un séjour touristique, on a vraiment un besoin de sécurité fort, besoin de se rassurer par rapport au risque du Covid. Là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important, assez compliqué à prendre en considération parce que ça vient perturber un petit peu l'expérience à vivre. C'est-à-dire que la sécurité nous contraint et cette contrainte change un peu le vécu de l'expérience. Donc ça, c'est vrai que c'est un des enjeux qu'on traitera dans un autre séminaire webinaire, mais quand même extrêmement important à considérer. Après, il y a aussi quand même un besoin de se rassurer sur l'annulation. On ne sait pas ce qui va se passer, on sait que ça peut changer et face à la crise, il y a un vrai besoin à ce niveau-là. Un besoin de partir aussi à proximité, finalement, de se rassurer aussi par rapport à ça, dire moi je connais l'endroit où je vais, je sais que c'est pas très loin, tout ça, ce qui peut se passer, je peux revenir, s'il y a des gens autour de ma famille, tout ça. Excusez-moi, un petit souci. Oh, c'est très mignon, Benoît. Il y a qui vient déranger en plein milieu, je suis désolé. Voilà. Un besoin de promotion important, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse attente sur le côté business, sur les promotions envisageables. C'est 62 tiers pratiquement des Français qui attendent ça. Donc, alors, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, jusqu'à quel niveau, tout ça, c'est une vraie question aussi qui intègre la stratégie. Un besoin d'espace, de liberté, ça c'est quand même extrêmement important aussi. On était confinés, on a envie de respirer, hein, d'avoir des activités physiques, de s'immerger dans la nature, dans le vert, des activités culturelles et d'une certaine manière, pour certains, je pense que c'est pas pour tous, hein, parce qu'on a qu'à voir ce qui se passe après, c'est pour une période, on a besoin de fuir la foule. Voilà. Donc après, ça dépend aussi des personnes qui sont en danger ou pas en danger, à risque, pas à risque. Et puis il y a quand même un besoin de légèreté, vraiment de se relâcher. Donc, dimension un petit peu aussi d'humour des fois qui justement permet de générer du sourire et de souffler un petit coup là-dessus. D'autre côté, l'affectif, donc ce besoin d'affectif, on l'a vu, il est très important, un rapport à l'empathie important, de se retrouver en famille et de se retrouver entre amis. Donc, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on peut proposer à ce niveau-là. Et un recentrage quand même très important sur le sens. Donc, cette crise, elle a quand même, surtout sur les dernières études, ça a montré que ce recentrage est assez important.
dans la consommation de proximité, les circuits courts, sur un comportement qui est responsable. Ce sont vraiment des comportements qui ont été observés et que la crise a accéléré, d'accord, avec le monde d'après, hein, le monde d'après qui serait responsable. Bon, là, on voit qu'il y a sur les études, quand même, il y a une vraie dichotomie aussi entre une partie de la population qui est très, très centrée avec beaucoup d'espoir là-dessus et une autre qui va consommer de manière beaucoup plus basique, entre guillemets. On l'a vu avec les queues sur les McDo et tout ça. Donc, il y a une logique aussi d'altruisme quand même qui est importante aussi, c'est-à-dire que là, pour moi, je suis dans ce retour de sens à ce niveau-là, et donc en recentrage global hein, sur les valeurs essentielles, et c'est là, ça va nous toucher aussi sur la communication, comment faire transpirer ces valeurs si elles sont présentes, hein, donc c'est quand même important, on ne peut pas communiquer sur des choses qui n'existent pas, ou en tout cas, sinon c'est une erreur très forte, la solidarité, l'humilité, l'authenticité, la joie, tout ce qui est vérité, transparence quand même, donc avec une vraie logique d'un besoin de simplicité et de fluidité, sur toute notre approche expérientielle. Voilà. Alors, quel état d'esprit globalement on a vu par rapport aux marques, et quelque part, vous, les entreprises, vous êtes une marque, hein, donc on voit quand même une vraie évolution par rapport aux valeurs dans ce que je viens de passer là, c'est-à-dire qu'on est quand même une évolution, c'est-à-dire il y a besoin que les marques soient en accord avec mes valeurs. Donc pratiquement pour la moitié des Français aujourd'hui, c'est un élément clé qu'il va falloir prouver par l'action et par la communication. Donc, une expression qui est assez intéressante, j'attends fortement que l'entreprise privée assume un rôle important à côté de moi, que ce ne soit pas qu'uniquement une entreprise de business, mais que c'est une véritable entreprise responsable, un acteur responsable dans la société avec moi. On vit un moment difficile et finalement, c'est un acteur de la vie sociétale. Voilà. Enfin, une étude de l'Institut Kantar avait montré aussi le rapport, les attentes envers les marques. C'était assez, tu as avancé un petit peu trop, voilà. C'est intéressant de voir un petit peu sur 30 pays comment la France se situe, mais les tendances fortes quand même. Alors, parler de l'utilité de la marque dans la nouvelle vie quotidienne pour 67% des Français. Informer sur ses efforts pour faire face à la situation, 62% des Français. Un ton rassurant, la valeur de la marque et communiquer sur la valeur de la marque, c'est quand même 50%, c'est ce qu'on a vu juste avant en fait. Et puis surtout qu'elle ne doit pas exploiter la situation du coronavirus pour promouvoir la marque. Et on le voit actuellement, on est en pleine actualité là-dessus avec les GAFA, hein, tout simplement, qui sont remis en question quand même les gros, hein, Adidas, Nike, j'entends encore ce matin, par rapport à des situations, qui ne sont pas obligatoirement que au coronavirus, mais par rapport à la crise un peu américaine actuellement, où les logiques de valeur et de positionnement sont très observées à la loupe et ressenties de manière très intime, je pense, par les consommateurs. Et puis le ton humoristique qui à l'époque était quand même évité pour un tiers des Français qui pensaient qu'il ne faut pas le faire. Bon, là, c'est peut-être maintenant qu'on a un peu relâché un peu de légèreté, les choses sont en train d'évoluer. Voilà. Je te laisse la parole pour la suite, Véronique. Ok, super. Merci beaucoup, Benoît, pour ce contexte dans lequel, du coup, effectivement, vous évoluez et dans lequel il y a des enjeux de communication, bien entendu, qu'on va traiter et on va effectivement faire le lien avec ces éléments que tu as évoqués, les valeurs, l'entreprise responsable, etc. Donc, au premier point, juste pour qu'on soit tous d'accord sur la sémantique sur laquelle on travaille, communiquer, c'est s'adresser à des gens, on appelle ça des cibles dans l'entreprise, donc je vais utiliser ce terme-là. Donc je voulais qu'on prenne le temps de bien comprendre ce que ça voulait dire. On communique en leur disant des choses qui sont pertinentes, ce sont ce qu'on appelle les messages, et enfin on a des résultats attendus qui sont nos objectifs. Donc ça fait partie des choses dont je vais utiliser le vocabulaire, donc je voulais être sûre qu'on soit tous sur la même sémantique. Alors, dans un premier temps, on va regarder comment, avant le Covid, grosso modo, se structurait la communication dans votre entreprise. Donc, je l'ai fait par rapport à des cibles. Donc, dans votre entreprise, normalement, vous travaillez plusieurs cibles. Dans ces cibles-là, il y a des grandes familles de toute façon. La première grande famille, ce sont les gens qui ne sont pas encore vos clients. C'est ce que l'on appelle des prospects. Vous avez très envie qu'ils deviennent vos clients. C'est ce qu'on appelle la conquête en marketing. Je fais un travail de conquête pour que les gens deviennent mes clients. Il y a une deuxième catégorie de gens dans l'entreprise que l'on travaille. Ce sont les gens qui sont déjà vos clients.
C'est un enjeu de les travailler puisque derrière, ce qu'on veut chercher, c'est de la fidélisation. Je veux que des gens qui sont venus une fois reviennent chez moi pour plein de raisons qu'on va passer, mais vous savez à quel point c'est important de travailler la fidélisation. Et puis, on a deux autres populations qui sont rarement travaillées, ou en tout cas plus légèrement souvent, mais qui prennent peut-être aujourd'hui un peu plus d'ampleur, donc on va les identifier. Ce qu'on appelle tout le levier de prescription, en fait. Ce sont les prescripteurs professionnels. Par exemple, vous êtes prestataire de canoë-kayak, les hôteliers de vos environs, les campings de vos environs sont des gens très importants pour vous, puisqu'ils peuvent prescrire votre consommation. En fait, ils peuvent conseiller votre consommation. Et puis, on a aussi la population locale qui est très importante puisque parfois, vous mettez beaucoup d'énergie à vous faire connaître des Dunkerquois, des Belges, des Luxembourgeois, que sais-je. Et en fait, vos voisins ne savent même pas que vous existez. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui vient encore plus rendre cet enjeu-là important. Alors, pour travailler tous ces gens-là, en fait, en général, on travaille en communication dite commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur du sujet de votre communication, jusqu'à présent, a probablement été, de façon très importante, la mise en avant de vos produits avec un objectif très clair, hein, celui de séduire vos clients et de les amener à passer à l'acte d'achat. Que ce soit les prospects qui ne sont pas encore vos clients, que ce soit vos clients dont vous souhaitez une nouvelle consommation. Et ça, vous avez pu le faire à l'échelle, alors je vous ai mis l'Europe, le monde, ça dépend évidemment de vos stratégies, mais globalement, vous aviez des zones d'influence qui étaient potentiellement hors frontières, voire hors frontières européennes. On avait la même stratégie finalement auprès des prescripteurs et éventuellement de la population. Je mets en avant mes produits et j'ai très envie que tu les aimes pour que tu en parles bien. Et pour que tu dises aux gens, bah, vas-y, tu es venu en vacances chez moi, tu es ma famille, tu es mon ami, va faire du canoë-kayak à cet endroit-là, ou tu veux me rejoindre, va loger dans ce camping, etc. Alors, ça, c'était la communication avant crise Covid, avec cette idée que globalement, moi je passe beaucoup de temps dans les entreprises, dans les faits, dans les entreprises, vous mettez beaucoup d'énergie, voire la totalité de votre énergie, sur la communication commerciale auprès de vos prospects et auprès de vos clients. C'est le cœur de toute votre énergie en communication. L'énergie dans l'entreprise, c'est de l'argent, c'est des RH, c'est du temps. D'accord? Donc voilà, jusqu'à présent, il y a de grandes chances que vous ayez beaucoup travaillé pour faire en sorte que des prospects deviennent vos clients et que vos clients reviennent en travaillant la communication dite commerciale. Je vends ça, c'est super, c'est joli, viens chez moi le consommer, en gros. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe désormais? Ben, en fait, ce qui se passe désormais, c'est que d'un seul coup, évidemment, il se passe des choses très différentes, puisqu'on a vu arriver ce maudit virus et qui nous a fait changer grandement la donne. Donc, la donne, elle a changé, pourquoi? Parce que d'un seul coup, il y a effectivement des objectifs nouveaux, voire différents. Benoît parlait de rassurance, on va venir là-dessus évidemment, c'est quelque chose dont on n'avait pas besoin de parler, de dire voilà, sanitairement on est bien, etc. Ce n'était pas des choses qu'on faisait, parce que c'était même bizarre de dire des choses comme ça. Avec du coup des nouveaux messages, avec des cibles qu'il va peut-être falloir se mettre à travailler différemment, ou en tout cas qui sont différentes, puisqu'on a beaucoup parlé de la clientèle de proximité par exemple. Enfin, une temporalité à prendre en compte, notamment dans la dimension du confinement, du déconfinement, avec toutes ces étapes-là, qui font que derrière, on ne va pas attendre les mêmes comportements et les mêmes typologies de consommation. Alors, du coup, je vous ai repris l'idée des prospects et des clients, et il y a plusieurs choses qui ont changé. Alors, la communication commerciale pour mettre en avant vos produits, séduire et faire passer les gens à l'acte d'achat, c'est toujours pareil. Enfin, c'est toujours pareil. C'est toujours là, en tout cas. Par contre, il y a des nouvelles choses à faire en communication commerciale que vous ne faisiez pas avant. C'est toute l'info sanitaire pour aller travailler la rassurance. Et puis, on a une dimension nouvelle qui existait peu dans vos entreprises en général, c'est toute la dimension de la communication dite institutionnelle. Alors, la communication institutionnelle, ce n'est pas la communication des institutions, hein. Ça veut dire la communication qui parle de mon entreprise, pas qui parle de mon offre, mais qui parle de qui je suis.
qui va parler de vos valeurs, qui va parler de votre éthique, etc. Et pour faire référence à ce que disait Benoît en introduction, bah aujourd'hui, c'est des choses qui comptent dans l'acte d'achat des consommateurs, que de se sentir engagés et rassurés auprès d'entreprises qui sont responsables, qui ont une éthique, etc. Donc ça, c'est une nouvelle tranche peut-être de communication où vous avez peu travaillé, voire pas travaillé. Il y a aussi la communication sociale qui fait écho à la même relation, à cette relation à une conscience collective. Cette idée qu'on est responsable pas que pour faire de l'argent, on est responsable de beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, on en parlera sur un autre webinaire sur tout ce qui est organisation. Hein, la responsabilité sociétale de l'entreprise, aujourd'hui, c'est des choses qui sont extrêmement réelles. Et qui sont aussi des éléments sur lesquels vos clients vont en tout cas être sensibles dans un processus d'achat. Donc une conscience collective de dire, bah voilà, j'appartiens à un territoire, j'appartiens à un ensemble de gens. Je ne suis pas tout seul dans mon coin à vouloir faire du pognon, j'ai une conscience plus large que ça pour aller chercher l'engagement et le lien. Bien sûr, tout ça sur une dimension géographique qui d'un côté est modifiée par les règles de l'État, mais aujourd'hui les 100 km ont été levés, c'est une première chose. Il n'en reste pas moins que quid de l'envie des gens d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les règles, il y a aussi ce que les gens sont prêts à faire. Benoît parlait de la peur de se retrouver malade ailleurs, de se retrouver confiné ailleurs, qui va effectivement impacter évidemment la façon dont les gens vont organiser leurs déplacements. Vos prescripteurs professionnels et votre population locale. Peut-être que vous ne la travailliez pas avant, si peut-être vous le faisiez vous, avec une logique de communication commerciale là encore. Je mets en avant mes produits et j'essaie de te séduire et j'ai très envie que tu en parles. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le Covid? Eh bien, il se passe qu'on a des nouvelles choses là encore qui apparaissent. Notamment toute la dimension du penser collectif, alors qui avait déjà vu des initiatives avant, bien sûr, mais qui prend un éclairage vraiment nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler on dit qu'on vit dans un monde VICA. Alors, VICA, c'est V pour un marché volatile, un marché incertain, un marché complexe et un marché ambigu. Quand on rajoute le Covid là-dessus, on parlait déjà d'un environnement VICA avant le Covid. Donc, le Covid est venu prouver une fois de plus que nous étions dans un environnement extrêmement compliqué. Quand on est dans un environnement compliqué, penser que tout seul on va s'en sortir, eh bien c'est souvent une pas très bonne idée. Une bonne idée, c'est plutôt de se dire, si on pense collectif, il y a deux grandes choses, qu'on absorbe plus les difficultés auxquelles on va être confronté. Là encore, c'est quelque chose qu'on aborde dans le webinaire sur l'orga, puisque on a des études qui nous montrent que des entreprises qui se sont engagées collectivement, eh bien, elles vivent les crises moins difficilement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fête, mais c'est moins compliqué pour elles, puisque en fait, il y a une conscience collective qui vient faire un petit matelas de plus pour encaisser les coups durs. Et puis, on a une communication sociale. Alors, on va voir l'ampleur de ce besoin-là. Aujourd'hui, on a un peu de mal à le mesurer, mais notamment auprès de notre population locale. Il y a des territoires où nous vivons beaucoup du tourisme, évidemment, où c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, la population locale, si d'un seul coup à Montpellier, on se met à avoir une recrudescence de cas de Covid parce qu'on a plein de touristes sur notre territoire, eh bien, ça risque de créer des tensions. Peut-être que la population locale, elle ne va pas être tout à fait d'accord. Donc, la touristophobie, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu et vu dans certains territoires, notamment pour des problèmes d'accès au logement. On le voit sur Barcelone ou des choses comme ça. C'est la première fois qu'on est confronté à cette question-là sur des enjeux qui sont que je ne veux pas de touristes chez moi parce que quand je vais aller au supermarché, j'ai peur. J'ai peur pour moi parce qu'ils vont blinder le supermarché. Voilà, c'est des choses auxquelles on n'avait jamais été confronté. Donc, ça reste plein de points d'interrogation. J'ai absolument pas la prétention de dessiner ce qui va se passer, mais on a des indicateurs qui nous montrent que ça va peut-être pas être forcément hyper simple. Donc finalement, je vous ai mis, alors elle est un peu compliquée, mais lisez pas tout, c'est juste pour vous montrer finalement qu'avant le Covid, potentiellement, vous ne travailliez que sur ce qu'il y avait en haut là-haut. Vos prospects, vos clients, pour faire de la com commerciale. Après le Covid, eh bien, il y a des enjeux. Attention, vous affolez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire. Surtout pas, d'accord? Ça veut juste dire que je veux vous montrer, eh bien, mettre un peu des éclairages sur peut-être des choses qu'il va falloir intégrer
dans votre logique de communication dans votre entreprise. Loin de moi l'idée de vous obliger à faire tout ça, d'accord? Donc surtout, paniquez pas, ok? On va en reparler. Alors, on est face à un paradoxe hyper fort dans le monde de la communication. Pourquoi? Parce que la communication, d'ailleurs, on dit déjà que c'est un marché bruyant. C'est bruyant, pourquoi? Parce que les gens communiquent. Plus les gens communiquent, plus ça fait de bruit. Plus ça fait de bruit, moins on est audible. Donc ça, c'est un paradoxe terrible en communication, puisque plus les marchés grossissent, moins on est audible, plus il faut communiquer pour être entendu. Que se passe-t-il? Le marché devient encore plus bruyant. D'accord? Donc ça, c'est déjà un paradoxe de la communication. Si ce n'est qu'on rajoute aujourd'hui la crise, et je vous laisse prendre une seconde pour vous souvenir de ce qu'il y avait à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans la presse, pendant notamment le confinement, où peut-être vous aviez beaucoup de temps à passer sur tout ça. Eh bien, ça a été l'explosion de communication, de messages pour traiter de ces sujets-là. Ça n'est même devenu, enfin, moi je fais partie des gens qui ont perdu le sommeil, c'est devenu extrêmement anxiogène d'ailleurs. Et le paradoxe que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est que pour rassurer et pour faire sortir les gens de cette bulle anxiogène et pour pouvoir exister, eh bien, il va falloir encore rajouter de la communication. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire attention à certaines choses pour ne pas, quelque part, nourrir le brouhaha général du marché. Et il y a quelques règles pour ça. Et quelques règles finalement assez simples. La première règle, c'est que tout message, il a une cible, il a un objectif, donc un résultat attendu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne communique que si j'ai quelque chose à dire qui est intéressant et qui est utile. Je ne communique que si ce que j'ai à dire apporte quelque chose à la cible. Sinon, je me tais. Communiquer pour communiquer n'a aucun intérêt. Communiquer pour rajouter du bruit sur le marché de la communication n'a aucun intérêt. Donc, on ne se jette pas à corps perdu dans la communication, on prend le temps de réfléchir et on va se servir, je vous invite à vous servir un peu de ce mapping que je vous ai fait pour vous dire, OK, à quelle place moi j'ai envie, je sens que j'ai besoin, je sens que ça peut être utile et j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Si vous ne répondez pas à ces questions, ne le faites pas. Ça ne sera pas utile, ça peut être même plutôt contre-productif. Je vous invite à faire attention à quelque chose. C'est une petite aparté, mais elle m'a rendue très triste pendant le confinement notamment, mais même encore. J'ai été très perturbée par plusieurs choses sur notamment des comportements qui étaient... c'est notamment avec les réseaux sociaux qu'on a vu fleurir ce genre de choses. Vous avez parfois une limite entre votre Facebook Pro et votre Facebook Perso qui n'est pas super claire. Et conclusion, vous vous retrouvez à vous servir de quelque chose qui a une audience, qui sont vos clients, pour relier des choses dont vous n'avez pas vérifié la véracité, vous n'avez pas vérifié la source. On a quand même vécu le monde de la fake news plus. Donc voilà, faites attention à ce genre de choses. Ne communiquez que sur des choses pour lesquelles vous êtes légitime, vous êtes pertinent et c'est valorisant que vous communiquiez là-dessus. Alors que vous pensiez ce que vous voulez du professeur Raoult, ça c'est pas le débat, mais c'est pas le débat sur vos réseaux sociaux professionnels. Surtout pas, surtout pas. Voilà. Donc s'il vous plaît, faites bien la distinction entre votre univers pro et votre univers perso. Ça risque de vous coûter. Je vous montre un exemple d'un établissement. Donc la deuxième partie là, hein, c'est le camping 4 étoiles qui répond. Hein. Nous sommes dirigés par des pleutres qui ne pensent qu'à leur réélection. La France va ressortir laminée, 40 ans d'incurie, etc. Alors, vous pensez ce que vous voulez et potentiellement vous pensez ça, j'ai aucun problème avec ça. Juste, ne le dites pas sur vos réseaux sociaux professionnels. Là, c'est carrément la page de l'établissement. Donc, voilà, on ne peut pas dire des choses comme ça. Communiquer pour faire ça, ça vous dévalorise. Ça engrange pas du positif. Voilà. Donc, je vous invite à faire attention à une belle séparation quand vous êtes émetteur de messages entre votre posture personnelle et votre posture professionnelle. Alors, on va aller voir quelques exemples qui sont dans un premier temps assez pratico-pratiques hein, et pragmatiques. Ce n'est pas des révolutions, mais c'est juste pour nourrir cette idée de voilà, des choses qui ont été faites par certains parmi nous. Tout simplement, on commence avec cette idée, ben voilà, vous êtes ouvert, il faut le dire, c'est compliqué aujourd'hui de savoir qui est ouvert, pas ouvert.
attention à votre fiche Google My Business. Google a fermé plein de fiches de façon autonome, d'accord? Donc, potentiellement, certains se réouvrent toutes seules, d'autres pas. Allez vérifier votre fiche Google My Business et rassurez vos clients en leur disant on est ouvert, parce que ce n'est pas évident du tout pour vos clients. L'info sanitaire, bien sûr, elle fait partie des choses qui sont désormais un préliminaire. Vous avez ici un exemple avec tout de suite, dès qu'on arrive, on a l'info principale, on est ouvert, voilà l'info sanitaire. C'est pas extraordinaire, mais c'est super pertinent et c'est bien fait, efficace, opérationnel. Je vous montre un exemple d'un hôtel qui, lui encore, hein, fait ce travail-là. Hein. Tout de suite, quand on arrive, on a l'information sur le fait qu'on est ouvert et que les mesures sanitaires sont prises en compte. Ils sont allés, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait, donc je vous l'ai mis, ils prouvent ce qu'ils avancent, c'est-à-dire qu'ils vous disent, OK, on a pris des mesures et ils vous en donnent la preuve. Ils vous en donnent la preuve avec tout un document qui explique ce qu'ils font, etc. Dire on le fait, c'est pas la même chose que dire on le fait, voilà la preuve. Voilà. Sur notamment la dimension sanitaire, j'ai quelque part dans le diaporama une étude qui nous nourrit cette idée-là. Les gens ont besoin d'avoir la preuve que effectivement les protocoles sont mis en place. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette démarche ici sur cet établissement, en l'occurrence cette chaîne d'établissement, c'est que ils vous disent OK, nous on s'engage à ça. Mais du coup, vous, on attend ça de vous. Voilà. Aujourd'hui, on a, et Benoît parlait de plusieurs typologies de population, on a aussi des populations qui sont plus que légers, en fait. Ils sont même carrément un peu je m'en foutiste. Donc, ces gens-là, c'est bien aussi de travailler pour avoir un engagement qui est le vôtre, mais être aussi dans un engagement envers eux, en disant, ben voilà, finalement, le deal, c'est que nous, on fait ça, mais vous allez vous engager à ça. Donc, c'est par exemple ici formulé sur la phrase « Nous remercions nos clients de… » etc. etc. Donc, ils vous expliquent hein, tout ce qu'ils ont fait, les services divers et variés. Voilà, donc je vous invite à aller, si vous le souhaitez, regarder un petit peu plus ce que ces gens-là vous proposent comme exemple de contenu. Tout à l'heure, Benoît parlait de la réservation plus souple, sans risque. Hein, eh bien, vous avez ici deux exemples d'établissements. Le premier, c'est le pop-up directement quand on arrive sur le site internet de l'établissement. On vous explique tout de suite qu'il y a les informations sanitaires et puis on vous dit aussi on a changé nos conditions d'annulation. Donc voilà, soyez rassurés, vous pouvez réserver avec beaucoup moins de risques. Nous avons mis de la souplesse. Vous avez à droite le même cas de figure avec réserver maintenant, payer plus tard. Et puis surtout, vous avez une date à quand a été publiée cette information-là. On est dans un monde qui est tellement compliqué et changeant que de donner la date d'une info, c'est bien pour pas qu'elle apparaisse trop vite obsolète ou que les gens ne sachent pas de quand elle date. C'est aussi dans le cadre de la réouverture, voici deux exemples, là encore pas révolutionnaires, mais c'est bien, ils ont fait la démarche, c'est chouette, d'envoyer un email à leurs clients pour leur dire, bah voilà, on est ouvert et voilà dans quelles conditions on est ouvert. Donc vous avez à gauche un email qui est très pratico-pratique. Voilà ce qu'on a fait, on est ouvert, voilà comment on organise le déjeuner, etc. Ben voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis, vous avez à droite un mail un peu plus travaillé, je dirais, un peu plus travaillé avec une sémantique un peu plus humaine autour de, voilà, on tenait à exprimer notre gratitude, on est fiers aujourd'hui de ce qui nous anime, de nos valeurs. Enfin voilà, ils ont un peu plus travaillé au-delà de la formation stricto sensus. Le seul problème, c'est que pour faire ça, il faut avoir une base de données de vos clients. Si vous n'avez pas les coordonnées de vos clients, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc, ça pose la question, bien entendu, de vous organiser pour collecter la data sur vos clients en toute légalité, en toute simplicité, en toute transparence, pour que vous puissiez mener des opérations comme celle-ci. Je donne un exemple très concret. L'hôtel à gauche, vous voyez, vous avez Madame Vidal, c'est un hôtel chez qui je suis cliente. Bon, ben, si je dois reprendre les déplacements, je sais dans quelles conditions je serai reçue. C'est des gens chez qui je vais dans le cadre de mes déplacements professionnels. Et ils ont tellement mes coordonnées qu'ils ont donné mon nom. Ils m'appellent par mon nom, Madame Vidal. Voilà. Alors qu'à droite, ils ne le font pas. Donc leur base de données, elle est peut-être un petit peu moins travaillée à droite qu'à gauche. Donc ça, c'est des gros travaux, donc je vais pas rentrer plus longtemps là-dedans, c'est un gros travail. Si jamais vous ne l'avez pas encore mené, je vous invite à vous dire que c'est peut-être des travaux qu'il va falloir mettre en œuvre.
Je vous présente le château de Chambord. Le château de Chambord, ils ont ils ont géré leur communication d'une façon que j'ai trouvée assez judicieuse, notamment sur les enjeux d'obsolescence de l'information, avec sur leur site web une information Covid, etc. Et ils ont dit clairement, si vous voulez une info à jour, allez sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il y avait une information un peu plus permanente sur le site web, et pour pas avoir à changer absolument tout, ils renvoyaient systématiquement sur les réseaux sociaux. Ou sur les réseaux sociaux, on trouvait ce qu'on appelle une publication ancrée, qui reste toujours en haut et qui donne vraiment la structure de la posture de l'établissement par rapport à ce qui est en train de se passer, avec ensuite l'animation de leur réseau social pendant la durée, confinement, aujourd'hui dans la phase de déconfinement, puisque aujourd'hui le château est fermé, mais le parc a réouvert. Voilà, donc j'ai trouvé que la gymnastique, l'ergonomie, était pertinente du site web aux réseaux sociaux. Voilà, on était en tant qu'internaute rassurés sur le fait que notre information, celle à laquelle on était soumise, elle était à jour, elle était pertinente, elle était organisée et elle me permettait d'avoir l'info dont j'avais besoin. Je voulais vous montrer un exemple ici qui est, alors pas sur le fond, c'est juste sur la forme dont je voulais vous en parler. Donc là, c'est les rochers de Maguelone qui ont communiqué pendant le confinement, c'est les deux images d'en haut. Et maintenant, dans cette phase de déconfinement avec la reprise d'activité, c'est les deux images d'en bas. Ce que je voulais vous montrer là-dessus, et c'est tout simple, c'est une petite astuce, mais elle est toute simple et elle vous donne beaucoup de crédibilité, c'est le fait d'utiliser exactement les mêmes mots, les mêmes images, les mêmes messages quand vous voulez dire la même chose. Donc, en l'occurrence, en haut, c'était le pop-up sur le site web. À droite, c'était le bandeau de la page Facebook. En bas, vous avez en bas à gauche, alors je ne sais plus dans quel ordre je l'ai mis, mais le bandeau Facebook et le pop-up sur le site web. Enfin voilà, dans les deux. On a le même message. Où que j'aille, je suis confrontée au même message. C'est très rassurant pour l'internaute, pour le client, de se retrouver confronté dans, voilà, j'ai pas 50 000 sons de cloche, j'ai un son de cloche. Et c'est pour moi très rassurant dans un monde très anxiogène. C'était déjà vrai avant le Covid d'essayer de travailler comme ça. Eh bien, ça l'est d'autant plus maintenant qu'on est dans une période anxiogène. Vos clients, maintenant, ils viennent chez vous potentiellement, si vous avez ouvert, ils viennent consommer chez vous. Et vous avez du coup des enjeux de communication auprès d'eux pendant qu'ils sont là. Donc, deux exemples ici. Un premier exemple qui est dans un restaurant où vous avez, pour des problèmes sanitaires, il n'y a plus la manipulation des cartes et des menus. Donc, en fait, c'est passé en numérique. Si jamais les gens n'ont pas la capacité à aller trouver l'info sur leur smartphone, on leur donnera un menu papier qui sera jeté après. Et vous avez quelques consignes. C'est des centres de table qui sont jetés et pliés avec chaque table. Vous avez à droite une démarche qui est de dire, eh bien, nous vous accueillons dans notre établissement. Et c'est un mot qui a été écrit à la main et qui a été déposé dans la chambre de l'établissement. En ces temps de trouble, la rassurance est un enjeu extrêmement important. Travailler sur quelque chose qui est humanisant et fait partie des éléments rassurants. Donc voilà un petit peu des exemples pour vous montrer voilà, des choses qui sont faites. Ce qu'on voulait travailler, c'était aussi vous amener vers des niveaux de discours qui vont aller au-delà de ça. Puisqu'on a globalement travaillé la notion d'indispensable, dire que vous êtes ouvert, c'est indispensable, dire que vous avez mis en place un protocole sanitaire, c'est indispensable. Et oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin? Et c'est l'idée de la partie que l'on attaque maintenant. Alors, la crise, elle amène à potentiellement repenser les informations que vous allez proposer à vos clients. Elle amène à repenser et à réorganiser les avantages concurrentiels que vous mettiez peut-être en avant et qui seront peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Donc la crise sanitaire, on est OK. Airbnb nous a fait une étude au-delà de c'était d'abord sur la Chine, mais ils l'ont fait au-delà. Bien sûr que les enjeux sanitaires sont des enjeux prioritaires et ils veulent en avoir la preuve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ils se déclarent les clients attentifs aux avis clients portés sur ce sujet-là. On est d'accord. Donc, il y a une nécessité impérieuse
de répondre à cette rassurance. Vous n'avez pas le choix, c'est vraiment de l'indispensable. Ça paraissait fou il y a 6 mois de dire que vous nettoyez correctement les choses. Aujourd'hui, il faut non seulement le dire, il faut le prouver. Donc vos protocoles sur votre site internet, sur vos courriers de résa. Je fais une résa, je dois recevoir un courrier qui dit plus que oui, bonjour, on est super content, il faut aller au-delà de ça. Vous avez des enjeux partout à devoir travailler la rassurance sur les protocoles sanitaires. Mais ça nous amène quand même à se poser une question, en tout cas, il me semble, qui est la suivante. Est-ce que finalement, si je mets en place un protocole, si je communique sur ce protocole, est-ce que les gens ils vont venir? Est-ce que ça va résoudre les problèmes de business et de voilà, est-ce que les gens vont être rassurés? Ça suffit qu'ils soient rassurés pour qu'ils viennent. Et ben peut-être bien, mais peut-être bien que non en fait. Par contre, la seule certitude que l'on a, c'est que si vous ne le faites pas, là par contre c'est sûr ils viendront pas. Par contre, est-ce que parce que vous le faites, alors les gens vont se jeter chez vous? Ça non. C'est par contre sûr que si vous ne dites pas que vous avez respecté et que vous prouvez les protocoles sanitaires, alors là, par contre, c'est sûr qu'ils ne viendront pas. Donc, ce n'est pas la même chose et je voudrais qu'on aille un petit peu plus là-dessus. Avec l'idée suivante, qui est que, en fait, la dimension du sanitaire, c'est ce que je vous ai appelé le minimum syndical. Ça veut dire que si vous ne le faites pas, ou si ce n'est pas visible, d'accord, ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas, si vous n'en parlez pas, eh bien, en fait, vous ne serez même pas dans l'équation. Pour les clients en devenir, vous n'existerez pas. Vous ne faites pas partie des choix potentiels. Est-ce que parce que vous avez mis en place un protocole, je vous choisis? Eh bien, peut-être pas. Il y a quand même des choses qui rentrent en ligne de compte, évidemment, et c'est ce qu'on appelle les avantages concurrentiels. Un avantage concurrentiel, c'est quelque chose que vous avez et que les autres peut-être n'ont pas. En tout cas, pas tous. Voilà, c'est un truc que vous avez en plus. Un avantage concurrentiel, ça va être par exemple une géolocalisation. Je suis à côté de la gare. C'est un détail de mon offre. J'ai une piscine. C'est vrai que vous avez une piscine, il y en a plein qui n'en ont pas. Parce que vous avez mis en place un service spécifique de restauration en chambre. Voilà, vous avez ce service, d'autres ne l'ont pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les avantages concurrentiels, quelque chose que vous devriez valoriser parce que ça fait partie des éléments sur lesquels s'appuient les gens quand ils vont passer dans leur réflexion et dans leur processus d'achat. Alors, il y a quand même un truc qui est important, c'est qu'un avantage concurrentiel, c'est plutôt utilisé en critère de tri plutôt qu'en critère d'adhésion. Ça veut dire que, par exemple, si vous n'avez pas de piscine, pour certains, c'est mort. Les gens ne viendront pas chez vous. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut construire une piscine tout de suite. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes à côté de la gare que je vais sauter de joie. Par contre, c'est un critère de tri, parce que je dois bosser en ville, etc. C'est un critère de tri. Ça ne fait pas battre mon cœur outrageusement, mais c'est un critère de tri. Alors, rien que cette idée d'avantage concurrentiel, eh bien, avec la crise du Covid, elle a vu peut-être des modifications à devoir travailler. À gauche, vous avez une photo de quelque chose qui pouvait être perçu comme un avantage concurrentiel. Un endroit hyper festif, plein de gens, voilà, trop chouette, trop sympa, hyper vivant, etc. Eh bien, il est tout à fait possible que c'était quelque chose que vous mettiez en avant hier. Alors, hier, j'entends avant la crise, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être pas ça n'est peut-être plus un avantage concurrentiel. Par contre, il y a des choses que vous ne disiez peut-être pas, parce que vous vous disiez, bah, voilà, ça n'a pas de sens, ça n'est pas un critère décisif chez les gens, qui sont devenus des choses qui sont des critères décisifs chez les gens. Donc, par exemple, le jardin est si grand que si vous le souhaitez, vous ne croiserez personne. Mais avant, on n'aurait jamais dit ça, ça fait sociopathe en fait. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un critère parce que votre jardin, il est peut-être tellement grand qu'on peut effectivement laisser les enfants jouer sans avoir peur de la promiscuité. Vous avez peut-être un camping et vous avez des mobil-homes. Aujourd'hui, vos mobil-homes, il n'y a rien qui empêche que les gens ils télétravaillent dans leur mobil-home. C'est un argument que vous aviez absolument jamais pensé mettre en avant. Bah, aujourd'hui, c'est un argument qui peut tout à fait faire écho à plein de gens. Parce que la place du télétravail, parce que changer d'air mais en pouvant continuer à travailler, ça peut faire partie des critères pour des gens, notamment en proximité, de dire on n'en peut plus, on était dans un appart, on était coincé, prendre l'air, aller dans un mobil-home mais que je puisse continuer à bosser,
c'est un argument intéressant. Un autre exemple, une route improbable, des points de vue incroyables, on ne peut s'y croiser à deux voitures. Quand vous croyez être perdu, alors c'est qu'il vous reste encore 10 minutes de route. Et là, enfin, votre yourte, votre gîte, que sais-je. Bon, bah ça, c'est des territoires qui sont difficiles d'accès, pour qui c'était compliqué d'être difficile d'accès, qui étaient plutôt des désavantages concurrentiels, parce que vous avez les gens qui étaient inquiets de prendre la route parce que c'est compliqué d'accès, etc. Ils avaient l'impression d'être perdus. Bah, finalement, aujourd'hui, avoir l'impression d'être perdu, c'est plutôt paradoxalement assez rassurant. Donc voilà, des arguments que vous aviez peut-être pas pensé à mettre en avant et qui aujourd'hui sont des arguments qui rentrent dans des considérations de choix de vos clients. Alors, je vous ai remis les Rochers de Maguelone parce que je vous avais parlé juste de la logique de communication sur la forme. Mais au-delà de ça, argument que les Rochers de Maguelone n'avaient jamais fait et jamais mis en avant. Sur 200 mètres carrés, 50 arbres, 45 oiseaux, 10 écureuils pour un humain. Ça refait un peu sociopathe, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est hyper rassurant. Dans le monde il y a 6 mois, ça faisait voilà, un peu quelqu'un qui n'avait pas du tout envie de voir des gens. Donc c'était un petit peu bizarre, mais aujourd'hui, c'est un argument, c'est un avantage concurrentiel que d'avoir un si grand terrain. Je vous donne un autre exemple de ça. C'est un établissement, c'est un camping à Argelès. C'est un camping à Argelès qui a depuis toujours fait le choix d'avoir des shots avec des grands espaces. Choix sur lesquels ils n'ont pas toujours été sereins pour des problèmes de rentabilité économique, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel absolument majeur puisqu'ils ont pour leur parc aquatique 7000 m² au total de plage et donc il est très facile, même quand le camping est extrêmement rempli, d'avoir des distances de sécurité de par les 7000 m² de plage. Donc c'est quelque chose qu'ils ne disaient pas forcément parce que c'était un peu bizarre de parler de mètres carrés, etc. Aujourd'hui, c'est évidemment un avantage concurrentiel. Dernier point dans cet exemple-là, la piscine est traitée au chlore, ce qui pour le coup devient là aussi un avantage concurrentiel, alors que c'est des choses qu'on ne dit pas en habitude. Traité au chlore, on se dit plutôt que la peau va être esquintée, etc. Bah ouais, mais aujourd'hui ça devient un avantage concurrentiel. Donc ce qui était des informations avant qu'on ne disait pas, soit parce qu'elles étaient inappropriées, soit parce qu'elles étaient anxiogènes, soit parce qu'elles ne nous paraissaient pas du tout utiles, sont peut-être aujourd'hui des informations qui deviennent des avantages concurrentiels, des trucs qui vont faire que vous allez sortir du lot. Donc ça paraît un peu bizarre, mais je vous invite vraiment à essayer de faire un travail là-dessus, à réfléchir quelles sont chez vous des choses que vous pourriez mettre en avant qui peuvent devenir des avantages concurrentiels. Un dernier exemple ici, c'est le même établissement. En fait, il vous propose, donc c'est de la création de d'offres là, il vous propose d'accéder au parc aquatique avec une table dressée que pour vous sur le parc aquatique en mode VIP en fait, pour pouvoir dîner à l'extérieur du restaurant et d'être sur ces fameux 7000 m², sauf que d'un seul coup, vous n'avez que quelques tables dressées sur 7000 m², qui devient une offre VIP du restaurant. En développement de l'offre, un dernier exemple, ici là aussi encore un camping qui a développé vraiment de l'offre autour de cette idée de cette mutation des consommations avec notamment, et je ne prends que cet exemple-là, et si l'herbe n'était pas plus verte chez le voisin, et qui a proposé et travaillé tout un contenu sur son site internet pour montrer que sans même parler des 100 km, à ne serait-ce qu'à 10 km autour du camping, on peut se dépayser pour aller vivre des choses intéressantes et dépaysantes, satisfaisantes, etc. Alors tout ce travail, c'est pas juste y réfléchir, parce qu'une fois que vous aurez fait ce travail d'identifier quels sont les avantages concurrentiels que vous pouvez désormais mettre en avant, ces arguments qui vont venir essayer de faire la différence entre vous et les autres, parce que le protocole sanitaire, tout le monde va le mettre en place. Enfin, il faut bien comprendre que ce n'est pas un argument, c'est une nécessité implacable, d'accord? Ce n'est pas un argument qui va faire qu'on va vous choisir, c'est juste un argument qui va faire qu'on ne vous choisira pas si vous ne le faites pas. Mais du coup, l'enjeu d'aller travailler vos plus, il est énorme parce que ça continue à être les éléments sur lesquels les gens vont vous choisir. Qu'est-ce que vous avez de plus? Si ce n'est que ces arguments ne sont peut-être plus les mêmes que ceux que vous aviez avant la crise. Et vous en avez peut-être auxquels vous n'aviez jamais pensé, auxquels il serait super pertinent de travailler.
Le truc, c'est pas juste d'y penser. C'est qu'une fois que vous les aurez identifiés, je vous invite, si vous avez des équipes, à travailler en équipe là-dessus. Je pense que ça fait vraiment l'office d'un travail collectif pour identifier quels pourraient être vos nouveaux avantages concurrentiels. Eh bien, il va falloir le dire. Mais on parle de vous dans plein d'endroits. Donc, il va falloir mettre à jour l'information, vos fiches, si vous voulez, la façon dont vous vous présentez sur un tas d'endroits. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas juste une idée comme ça et que c'est même un travail énorme parce qu'il va falloir peut-être changer vos photos. Il va falloir présenter de nouveaux produits. Il va peut-être falloir, et non, il va pas peut-être, il va falloir pondre ce fameux cahier des charges sanitaires. Il y a des labels probablement qui vont venir voir le jour, etc. En tout cas, il y a des protocoles, des fiches métiers, etc. Réorganiser vos arguments. Mais tout ça, ça va devoir être fait non seulement sur votre site internet mobile, sur vos brochures si vous avez du print, sur TripAdvisor si vous avez une présentation de votre fiche, dans les annuaires divers et variés qui parlent de vous. Vous êtes un camping, vous avez peut-être une fiche dans Camping France ou que sais-je. Il faut aller changer votre fiche parce que ça veut dire que les arguments, c'est plus les mêmes. Sur vos réseaux sociaux, sur vos canaux de distribution, sur votre fiche auprès de vos offices de tourisme, il faut effectivement que les gens, quand ils vont rentrer dans leur processus, quelle que soit la porte par laquelle ils rentrent, il faut qu'ils trouvent les mêmes arguments et les mêmes différences et les mêmes avantages concurrentiels. Donc, ça ne suffit pas de le faire à un seul endroit, ça veut dire qu'il va falloir le faire partout. Donc, c'est pour ça qu'on ne se jette pas à corps perdu dans cet exercice-là, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut bien définir ce que vous voulez mettre en avant désormais, le figer quelque part et déployer tout ça sur l'ensemble de vos supports pour la cohérence et la rassurance de vos clients en devenir. Donc ça, c'est un gros boulot à travailler. Dans tout ce que Benoît aussi vous a présenté en préambule, on a parlé de ce niveau d'anxiété qui reste très présent, même si on a effectivement une partie de la population qui est très légère par rapport à tout ça. Il n'en reste pas moins qu'il y en a quand même une grande majorité pour qui c'est quelque chose d'anxiogène tout ça. Et je vous invite à profiter finalement de ce qui se passe aujourd'hui pour aller peut-être un petit peu plus loin dans l'idée que vous vous faites de la relation à vos clients, dans le lien à déployer avec vos clients. Je vous donne un exemple de ça, c'est de prendre votre téléphone plus facilement. Dans un monde anxiogène, le numérique nous permet de faire ce qu'on est en train de faire là, donc c'est formidable, hein, c'est génial, on n'est pas obligé d'aller tous dans une salle et tout ça, donc c'est vraiment super. Mais le numérique ne vient pas remplacer le fait qu'on se parle, qu'on se téléphone, qu'on se parle de 1 à 1, etc. Donc je vous invite à réfléchir dans la mesure du possible, selon votre organisation, selon la taille de votre entreprise, etc., selon les personnels dont vous disposez évidemment, eh bien d'appeler facilement vos clients. Appelez-les. Vous verrez, vous serez hyper surpris si jamais vous ne l'avez pas encore testé, de à quel point les gens vont recevoir vos coups de téléphone avec ce besoin de lien humain hyper fort. Moi, j'ai une jeune femme qui est dirigeante de son entreprise. Alors, c'est une intermédiaire, elle ne vend pas d'offres touristiques à stricto sensu, c'est un prestataire pour les entreprises touristiques. C'est une start-up, elle est toute seule, mais elle a une énergie colossale. Et c'est quelqu'un qui a appelé plus de 300 clients pendant le confinement, un par un, elle les a appelés. Pour comprendre dans quel état d'esprit ils étaient, pour comprendre en quoi elle pouvait apporter des solutions qui soient pertinentes pour eux. Donc voilà, alors, je ne vous demande pas d'appeler tous vos clients, mais vous avez un client habituel qui vous dit « Est-ce qu'on peut reporter l'année prochaine ?» On est un peu excité, qui vous envoie un mail. C'est un client fidèle, vous le connaissez depuis longtemps. Prenez votre téléphone, appelez-le. Prenez 10 minutes, un quart d'heure pour discuter avec ces gens-là. Ça vous fera du bien à vous, ça fera un grand bien à ces gens-là, ça fera du bien au lien, ça fera du bien à la relation. Et c'est vraiment pas un temps perdu. Et ces gens-là, ils partageront avec vous leurs inquiétudes, leurs attentes, leurs peurs, qui vont aussi vous permettre à vous de progresser dans ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc voilà, je vous invite vraiment à, si vous le pouvez, à prendre facilement le téléphone. C'est un outil formidable pour le maintien du lien. On a un peu peur au début si on n'est pas habitué à le faire, mais après vous verrez, c'est tellement gratifiant que vous quitterez plus cette méthodologie. Le lien,
Hop, j'ai zappé une diapo, pardon. Voilà. Le lien, c'est aussi, et j'ai été soumis à ces gens-là pendant le confinement, je ne les connais pas, mais ils ont fait une publication pendant le confinement qui était tellement teintée de bienveillance et d'authenticité que, alors que je ne les connais pas, j'ai été touchée par leur message. Et du coup, j'ai été voir sur leur site internet pour voir si finalement c'était des gens qui travaillaient cette authenticité, cette bienveillance au-delà de juste ce post-là. Et oui, force est de constater que quand on se promène sur leur site internet, on est effectivement avec des gens dont on a l'impression que ce sont des amis en devenir. Et leur post, c'était vraiment comme si on se donnait des nouvelles entre amis. Voilà, j'ai trouvé ça particulièrement touchant dans une période qui était particulièrement anxiogène. Et puis aujourd'hui arrive le temps des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que ça y est, on peut ouvrir, on va pouvoir vous accueillir, etc. Et je vous montre deux exemples. À gauche, c'est un monsieur qui prend la parole avec une vidéo. Et je vous invite à aller la voir parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de se précipiter chez lui. Ce monsieur, il est tellement content de réouvrir, il est tellement content de vous dire, mais nous, on a une forme olympique, on a plein de surprises pour vous, etc. Il porte un message qui est un message positif, qui a un message d'entrain, qui a un message d'énergie, qui a un message de convivialité. C'est hyper, hyper plaisant que de recevoir ce type de message et pas juste info Covid-19, info Covid-19, quoi. D'ailleurs, il n'en parle même pas du Covid, il n'en parle même pas. Il parle que du bonheur de se retrouver. Vous avez à droite un autre exemple? Ouais. Véronique, ouais, je me permets, je pense que c'est vraiment important ça. C'est pas parce qu'en fait on constate qu'il y a de l'anxiété dans ce qu'on a vu au départ et tout ça qu'il faut en reparler. Et plutôt, moi je conseille aussi d'éviter le mot Covid et tout ça, mais d'être plutôt sur le bénéfice en fait de l'expérience que vous allez proposer, et surtout justement sur ce côté positif, hein, vraiment, et éviter tout ce qui est justement angoissant dans le message. C'est pas parce que les gens sont angoissés justement que parce que hier, j'étais sur une formation avec des directeurs d'office du tourisme où il y avait ce problème qui était soulevé, où les gens voulaient allier cette notion de résilience un petit peu par rapport à la difficulté du moment. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience. Oui, le Covid, l'anxiété, elle est présente, mais vraiment vous avez pris des mesures en fonction et communiquer sur le bénéfice de ces mesures et non pas obligatoirement sur toute la contrainte négative qu'elles engendrent. Voilà. Et c'est vraiment important de se centrer là-dessus. Ouais. Je te rejoins complètement et je vois fleurir depuis quelques jours justement avec le plaisir de la réouverture des choses très positives justement et ces deux exemples. Alors je montrerai après aussi la différence de posture. Vous avez à droite le Ballon du Villaret, réouverture le 13 juin. Toute l'équipe du Ballon se réjouit de retrouver vos sourires et éclats de rire. Cette idée nous remplit de joie, on la partage avec vous. Ils ont fait une photo, alors ça correspond très bien à l'établissement, hein. Ils sont tous masqués, mais avec des masques rigolos. Il y a le masque de Alice au Pays des Merveilles, etc. Non, c'est le Magicien d'Oz, je me suis trompée. Enfin, ils ont tous été trouvés quelque chose et ça correspond tellement à l'état d'esprit de cet endroit où l'âme d'enfant se réveille quand on va là-bas. Et ben, ils nous ont fait une photo avec leur âme d'enfant qui nous attend. On parle d'éclat de rire, on parle de joie. On est sur le verre à moitié plein et pas sur le verre à moitié vide dont parlait Benoît à l'instant. Je te rejoins complètement, quoi. Donc un discours positif, ça fait du bien. Voilà, donc je vous invite à aller écouter le monsieur à gauche parce qu'il m'a fait marrer, quoi. Il a un accent et tout, il est génial. On a juste envie d'aller chez lui, ça fait trop du bien. Je vous donne un autre exemple d'une posture qui se traduit au-delà désormais du confinement avec la réouverture. C'est Muriel que vous avez ici en photo. Muriel, elle a des canoës à la Malène, c'est le canoë au moulin de la Malène dans les gorges du Tarn. Et pour maintenir le lien, qu'est-ce qu'elle a fait? Muriel, tous les jours, absolument tous les matins, elle a fait une vidéo. Alors après, elle est à l'aise avec ça, donc tout va bien, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, on ne fait pas. Mais elle est à l'aise avec ça et elle a vraiment maintenu un lien hyper fort avec sa communauté en faisant un petit rendez-vous du matin. En gros, c'était moi, je bois mon café avec Muriel et pendant qu'elle boit son café, eh bien, elle nous raconte le patrimoine, elle nous fait découvrir une histoire, elle nous fait découvrir, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle continue puisqu'elle a vraiment réussi à avoir une audience captive là-dessus.
alors qu'elle a réouvert, elle nous a filmé la réouverture. Et hier après-midi, la dernière en date que j'ai vue, c'est qu'elle allait faire des coucous dans les commerçants qui réouvraient aussi, etc. Voilà, elle donne vie à cette relation entre les prestataires, de elle à son audience, etc. Voilà, elle est à l'aise avec ça, elle le fait bien. Voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'a fait Muriel. Là encore, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, le faites pas, c'est un exemple évidemment et ça n'a qu'une valeur d'exemple. De l'avantage concurrentiel, c'était la dimension. Donc on reprend par rapport à ce qu'on s'est dit. Minimum syndical, vous n'avez pas le choix, les protocoles doivent être en place, vous devez communiquer dessus, c'est pas sexy, c'est pas fun, mais vous n'avez pas le choix. Et tant qu'à faire se peut, effectivement, travailler plutôt sur le bénéfice de ça. Avantage concurrentiel, c'est ce que vous avez que les autres n'ont pas, ou en tout cas, vous l'avez, moins de gens l'ont, et c'est des critères qui sont importants pour les gens. Il y a un ascenseur, par exemple, dans votre établissement, je suis à mobilité réduite, bah, j'ai pas le choix, c'est hyper important pour moi. C'est un avantage concurrentiel. Mettez-le en avant. Et puis aujourd'hui, pensez à mettre en avant ces nouveaux avantages concurrentiels dont on n'avait peut-être pas imaginé qu'ils le deviendraient un jour. C'est les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure. Et puis la dernière étape, alors là, ça y est, on va à l'expérientiel. Donc dans le tourisme, on vous parle beaucoup d'expérience depuis longtemps, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est pas parce que c'est pas nouveau que c'est pas important. Au contraire, c'est même hyper important et encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, pour aller compenser, pour aller sortir de cet univers anxiogène dans lequel on a vécu, aller chercher des choses qui nous font du bien, qui nous font chaud au cœur, qui mettent du sourire sur nos visages, qui nous rassurent, qui nous baignent dans quelque chose de positif, etc. Eh bien, c'est vraiment une quête au-delà maintenant que l'on peut aller travailler. Et ça, c'est pour vous à travailler. C'est la dimension donc de l'expérience, c'est la dimension des valeurs dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'est-ce que je propose à mes clients, quelle est la philosophie dans laquelle je travaille, qu'est-ce que je te promets, toi client, que tu vas vivre chez moi. Et là, c'est différent. D'un seul coup, on travaille le registre de l'émotion et on travaille l'adhésion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi j'aime bien cette phrase-là, elle est un peu fleur bleue, mais c'est pas grave. C'est l'idée de dire pourquoi est-ce que ton cœur va battre pour moi? D'accord? Est-ce que mon cœur bat pour toi parce que tu as un ascenseur? Non. Non, tu as un ascenseur, c'est hyper important parce que je suis à mobilité réduite, donc c'est hyper important. Mais mon cœur ne bat pas pour toi pour cela. Pourquoi est-ce que mon cœur battrait pour toi? Pourquoi est-ce que je vais avoir des étoiles dans les yeux en me disant mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est là que j'ai envie d'aller, d'accord? Eh bien, cette dimension-là, c'est la dimension de l'expérience. Alors, on va aller voir un petit peu comment on peut travailler cette dimension-là. Je vous présente un établissement qui est dans le Périgord noir. Ça arrive la diapo, hop, voilà. C'est un gîte et moi j'adore l'idée de ce gîte puisqu'ils ont inventé leur propre métier. Ils se sont inventés bibliogîte, donc ça n'existait pas, ils l'ont inventé. Et le bibliogîte, c'est quoi? Eh bien en fait, ces gens, ils étaient libraires avant et puis ils ont créé un gîte et du coup, ils ont plein de livres et l'acteur principal de cet endroit, eh bien c'est le livre. Voilà, donc moi ça me touche, moi j'adore les livres, j'adore les histoires et j'adore l'objet, le livre et tout ça. Et donc c'est un endroit qui me séduit particulièrement. En plus ça tombe bien, il y a une piscine, donc il est possible pour mes enfants d'y aller, etc. Critère, avantage concurrentiel, très important. Qu'ont fait ces gens-là? Eh bien pendant le confinement, et aujourd'hui ils le continuent encore, c'est qu'ils cultivent cette idée-là. Et comment ont-ils fait pour garder le lien pendant le confinement? Eh bien, ils ont publié une fois par jour une énigme. C'est là le roi hein, que vous avez, puis vous en avez une autre à droite là. Et en fait, l'énigme, c'est de retrouver un titre de livre évidemment à chaque fois. Donc, c'est de cultiver son expérience au travers de ce que l'on met en place. La com, c'est pas des petits machins qui se baladent dans tous les sens, c'est des choses qui doivent se retrouver unifiées sous le chef d'orchestre qui est votre expérience, la promesse que vous faites à vos clients. Qu'est-ce que vous leur dites qu'ils vont vivre chez vous? Et si vous tentez tout au travers de ce prisme-là, eh bien, vous avez quelque chose d'extrêmement cohérent et séduisant pour vos clients. Alors, qu'ont-ils fait? Parce que pendant le confinement, ils ont fait ça une fois par jour. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Donc, ils ont décidé, parce que ça a bien marché, de continuer cette idée-là et ça devient désormais l'énigme du lundi. Donc, désormais, c'est l'énigme du lundi. Donc, ils ont imaginé une façon de capter leur audience avec quelque chose qui est complètement pertinent par rapport à l'expérience qu'ils vous font vivre quand vous allez chez eux. Je vous donne un autre exemple, c'est des prises de parole.
c'est la dirigeante des Rochers de Maguelone, du coup, qui, pendant le confinement, a pris la parole sur les réseaux sociaux. Ce qui était intéressant dans cette prise de parole, c'est qu'elle était extrêmement transparente sur ce qui se passait, sur les décisions qu'elle devait prendre, etc. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une relation de confiance et de partage forte avec ses clients, avec aussi voilà comment on travaille, voilà comment on essaie de réfléchir ensemble avec une démarche collective. Donc voilà, un exemple intéressant. Autre exemple, un établissement, c'est un camping. Pendant le confinement, et maintenant je vais vous montrer ce qu'ils font aujourd'hui, pendant le confinement, la situation inédite, eh bien, plutôt que de parler Covid-19, etc., c'était gardons le lien. Et pendant cette période-là, ils ont imaginé un nouveau service, en l'occurrence d'ouvrir plus tard cette année pour pouvoir décaler les séjours. Et ils ont demandé aux gens d'interagir. Est-ce que vous trouvez ça pertinent ou pas? Encore un exemple sur cet établissement-là autour de la logique de sémantique, d'utiliser un vocabulaire qui corresponde à l'expérience, parce que c'est très immersif pour vos clients, d'être constamment confronté à la même sémantique. Quand vous avez alors, la bienveillance, l'amour, la nature, l'émerveillement, c'est le champ sémantique de cet établissement-là, on le retrouve sur l'ensemble des supports de cet établissement-là. Ça, c'était pendant le confinement. Aujourd'hui, en post-confinement, ils préparent l'ouverture. Ils ne se sont pas précipités puisqu'ils n'ouvriront que le 20 juin. Ils veulent être sûrs d'être prêts. Eh bien, plutôt que de parler de notre protocole sanitaire Covid-19, donc je rejoins le commentaire de Benoît tout à l'heure, eh bien, ils ont appelé ça notre plan d'émerveillement. Alors, il y a quand même Covid-19, mais notre plan d'émerveillement. Et c'est vraiment de dire, voilà, c'est toute la partie positive, et c'est le fameux verre à moitié plein. Et l'émerveillement, ça fait partie de la promesse de l'établissement. Donc, on garde cette sémantique-là et on essaye d'aller nourrir ça plutôt que de nourrir effectivement le côté anxiogène. Donc, l'expérience est omniprésente, même quand on parle de réorganisation sanitaire, etc. Dans cet établissement, il y a aussi une autre chose que je voulais vous montrer. Vous avez ici, cette année plus encore, nous avons envie de vous choyer. Vous savez, nous vous faisons pleinement confiance. Pour cela, nous avons décidé de supprimer le paiement de la caution afin d'alléger l'administratif. Il vous suffira simplement d'avoir réglé votre solde en amont. Donc, ils sont vraiment dans une idée, on ne baisse pas nos prix, mais on vous facilite la vie pour que les conditions sanitaires, elles soient bien entendu respectées. Mais au-delà de ça, je vous montre que j'ai confiance en vous. C'est l'idée de la relation que je me fais à mes clients. Donc, très intéressant comme valeur la confiance. Tout à l'heure, je vous disais, je vous montrerai. Vas-y. Ouais, je voulais revenir un petit peu sur ce point-là qui me paraît important. Vraiment, il y a un rapport un peu conflictuel entre ce que j'avais déjà commencé à parler au départ, entre le rapport à l'expérience qui peut être assez négatif suite aux contraintes des sanitaires et l'expérience touristique qui est en plus structurelle dans la plupart des établissements. Et moi, j'ai vu un hôtel qui est à Embrun, qui a travaillé, les Logis de France ont travaillé fortement là-dessus, avec un message très intéressant, où ils ont réussi à mêler les deux et à faire en sorte qu'en fait, il y a vraiment une bonne coordination entre ces deux aspects, en valorisant systématiquement, en prenant conscience d'un côté l'expérience plus ou moins négative des contraintes, mais vraiment tout de suite après, derrière, je valorise l'expérience touristique. Et je pense que ça, au-delà de la communication, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser à la base dans votre métier, c'est-à-dire de reprendre peut-être votre parcours client, de regarder où est-ce qu'il est contraint à chaque fois par rapport au sanitaire, et de voir comment vous, à chaque fois qu'il est contraint, est-ce que vous pouvez enchanter justement un peu mieux ce parcours, élever le niveau du vécu émotionnel, tout ça, pour contrecarrer un petit peu cet aspect. Et je pense qu'il y a vraiment une logique de réflexion globale. Et cette réflexion globale sur tout le parcours client dans ces deux dimensions-là, de voir après comment vous pouvez le valoriser directement sur votre communication web et autres. Mais en tout cas, c'est un chantier, à mon avis, qui est un chantier clé de cette sortie de crise. Clairement, je te rejoins tout à fait. Et là, je vous montre un exemple. Alors, pour le coup, c'est effectivement la com, mais ça va au-delà de ça. Hein, ça va vraiment dans une posture. À gauche, donc, c'est la réserve africaine. Et vous avez en haut le message qui était sur le site web. Donc, le panneau rouge, point d'exclamation, Covid-19. Donc, si jamais vous n'étiez pas inquiet, bon, bah, ça y est, vous l'êtes. Hein.
suite à la demande du gouvernement, donc on subit complètement, fermé au public, etc., etc. Donc c'était un message hyper administratif. Et vous avez à droite le zoo de Beauval. Le zoo de Beauval, il y a plusieurs vidéos. Donc là, pendant le confinement, il y a une vidéo que la dirigeante avait pris la parole sur la fermeture de l'établissement. Elle n'est pas rentrée dans les débats administratifs, pas du tout. Elle a au contraire eu un discours, et là encore, je vous invite à aller la regarder. Elle était vraiment chouette, cette vidéo. Sur, voilà comment on s'organise, voilà comment ça se passe, vous inquiétez pas, voilà les animaux, ce qu'on est en train de faire, comment nos collaborateurs ils mettent en place les choses, etc. Donc c'était hyper intéressant pour voir comment un zoo fonctionnait finalement en période de fermeture. Et puis on était toujours sur notre sujet principal qui était les animaux et la vocation et leur engagement sur les animaux. Aujourd'hui, les deux établissements ont réouvert. Je vous montre à gauche, c'est la réserve africaine. Donc, vous avez le virus bien vert, bien qui fait flipper. Achat obligatoire en ligne. Donc, non seulement ça fait flipper, mais en plus, on a un policier qui nous dit achat obligatoire. Alors qu'à côté, à droite, vous avez, et ils sont bien plus malins, réouverture le 2 juin, nouveau, réservez votre date de visite. Donc, au lieu de vous dire, il faut que tu réserves, sinon tu n'auras pas ton truc et je vais te taper dessus en rouge qui clignote, je te dis, hey, vous êtes VIP, maintenant vous vous rendez compte, vous avez de la chance, vous pouvez même réserver votre visite. Et partout, on invite les gens à, on ne les contraint pas à, etc. C'est vraiment deux postures complètement différentes dans la perspective de la gestion du truc. Et ils gèrent la même chose, d'accord? C'est-à-dire que sur le fond, ils gèrent la même chose. Mais il y a deux postures, clairement l'une à l'opposé de l'autre, dans la façon de véhiculer cette information-là. À gauche, c'est quand même assez anxiogène. À droite, au contraire, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. La dirigeante, là encore, a repris la parole pour l'ouverture. Quand vous arrivez sur le site web, c'est un des premiers trucs que vous avez, c'est que vous avez la vidéo full screen de la dirigeante qui vous explique comment ça va se passer pour revenir à l'établissement. Donc, vous avez des engagements selon les territoires, selon les prestataires, etc., qui sont différents. Ça a été l'occasion, et c'est l'occasion pour certains d'entre vous d'avoir travaillé vos engagements. Ici, le zoo de Granby, c'est au Canada, eux, c'est un engagement pédagogique. Ils ont maintenu le lien pendant tout le confinement et c'est leur posture et c'est leur engagement fondamental. C'est l'expérience qu'ils veulent vivre, c'est leur pourquoi. Leur pourquoi, c'est faire évoluer et faire apprendre et faire découvrir. Donc, ils avaient mis en place les capsules éducatives, hyper intéressant comme démarche. Alors, je vais faire une petite digression rapide. Je vais juste regarder le timing. Digression rapide. En fait, je voudrais juste vous parler de quelque chose, c'est que vous avez à gérer vos clients pendant qu'ils sont là. Tout à l'heure, on a parlé d'un centre de table, d'affichage, etc., etc. C'est pas simple de travailler avec les clients. Alors, on peut faire preuve de pédagogie, on peut expliquer, on peut argumenter, on peut responsabiliser. Et je vous invite à le faire. Je vous montre un exemple d'une entreprise qui fait ça. C'est vachement bien fait. J'ai beaucoup aimé. C'est un gîte, très très beau gîte. Ils ont une responsabilité sociétale dans leur entreprise très forte. Ils sont très engagés. Ils en parlent dans leur établissement. Ils en parlent sur leur site internet et ils ont un document que vous pouvez aller télécharger sur leur site web, des petits gestes pour une grande cause. Où donc voilà, ils font preuve de pédagogie et d'explication finalement pour attendre de vous, clients, de nous clients, certains comportements. Donc, potentiellement, ça marche, évidemment, hein, quand on sensibilise les gens en leur disant n'oubliez pas d'éteindre la clim en sortant, fermez les fenêtres et ne mettez pas les clims en route, c'est pas bon pour la nature, machin, etc. Ça marche dans une certaine mesure. Ça marche dans une certaine mesure. Et je vous invite à réfléchir à ces choses-là pour traduire vos engagements une fois que les gens sont là. Et puis, et c'est vraiment une digression, donc je vais rester 2 secondes là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que malheureusement, ça ne marche pas avec tout le monde. Et qu'il y a plein de gens, on a beau leur expliquer, on a beau faire preuve de pédagogie, ça ne marche pas très bien. Alors, on ne va pas sortir la gifle tout de suite ou l'énervement tout de suite, mais il y a aussi des moyens sur vos établissements d'amener les gens à se comporter d'une certaine façon, au-delà de l'aspect purement pédagogique, on appelle ça le nudge marketing. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, mais pour faire en sorte que les gens mettent les choses dans une poubelle, vous le fabriquez en panier de basket, vous avez à peu près 60% de déchets en moins qui se baladent. Enfin, c'est hyper fort en fait, les chiffres sont très forts. Vous n'en pouvez plus des mégots qui traînent, vous faites un cendrier, en fait, c'est un sondage et du coup, les gens mettent leurs mégots dedans. Enfin voilà, des trucs, ça paraît fou qu'il faille faire ce genre de choses.
mais c'est parfois une astuce pour amener les gens à des comportements, notamment quand ils sont chez vous en ce moment. Je donne un exemple, vous avez dans votre accueil à devoir gérer des flèches, des trucs, des machins. Faites un labyrinthe, faites un jeu de marelle, vous verrez, les gens le feront avec plaisir au lieu de le faire avec la contrainte. Voilà, donc la contrainte, ça marche pas toujours très bien. Donc voilà, c'était une digression et je clôture la digression. Je voulais terminer sur des cibles qui sont un peu particulières, qu'on a évoquées en début de séminaire et que vous travaillez globalement en général un peu moins. Ce sont les prescripteurs professionnels et la population locale. Je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, ça nous amène un petit peu une nouvelle lecture, une nouvelle donne de cela. Et voilà, je voulais qu'on prenne 5 minutes là-dessus pour en parler. Donc là, c'est un établissement qui, en l'occurrence, il vend des fleurs. Hein, donc, c'est pas un prestataire touristique, mais c'est pas grave. Et on revient sur cette idée de l'engagement qui est présente sur leur site internet. Hein, donc, on vous explique, c'est hyper. Leur site web, il y a 3 onglets. Hein, il y a 3, c'est très très simple. Et il y en a un, c'est notre engagement. Donc, on ne peut pas y échapper. Et en fait, c'était pour vous raconter ce qu'ils ont communiqué pendant le confinement. Ils ont communiqué sur, pour eux, l'enjeu d'être un acteur, et c'est cette logique d'interdépendance sur laquelle je voulais qu'on aille, d'être un acteur qui appartient à un ensemble. C'est-à-dire que très concrètement, s'ils s'arrêtaient de travailler et qu'ils fermaient, ils mettaient en péril les fournisseurs de fleurs, les producteurs de fleurs, et ils ont donc décidé de maintenir le prix plancher, etc., pour maintenir l'activité de leurs producteurs. Pourquoi? Parce que si demain, on était dans le confinement, hein, si demain l'activité elle reprend, si mes producteurs ils sont morts, ben moi aussi je vais mourir. Donc c'est cette idée d'interdépendance. On parlait tout à l'heure d'un environnement VICA, un environnement qui est complexe. Plus l'environnement est complexe, plus les enjeux d'interdépendance sont forts, plus les enjeux d'une conscience collective sont forts. Exister tout seul, penser qu'on sait tout seul, qu'on est fort tout seul, aujourd'hui c'est difficile. Et la crise nous l'a montré, hein, la crise nous l'a clairement montré. Donc l'interdépendance avec notamment ses fournisseurs. Donc, c'est ce que a fait la maison de Saint-Crescent, la table de Saint-Crescent, en continuant à vendre les produits de ses fournisseurs sans transformer, mais en leur donnant une vitrine pour pouvoir vendre. Vous avez à droite l'hôtel de la Poste au Châteauneuf de Randon, qui est devenu un lieu de vente pour du lait, parce que sinon, les fromageries, en fait, ne voyaient plus leur lait ramassé pour faire les fromages, etc. Donc, ils allaient soit y jeter leur lait, soit ils essayaient de le vendre comme ils pouvaient. Donc, l'hôtel, c'est un hôtel, hein, est devenu partenaire de cette démarche parce que sur un territoire, si on commence à mourir, ça sera compliqué pour les autres, même ceux qui restent vivants. Donc l'idée, c'est que tout le monde mette la main à la pâte pour que collectivement, que cette conscience collective, elle puisse exister. Et il y a eu plein d'initiatives comme ça pendant le confinement. Par contre, je vous montre un exemple négatif de ça. C'est un établissement qui a reçu ce courrier, ce mail. Et en fait, c'est un fournisseur qui a fait un mail pas très sympa, enfin, en tout cas qui manquait fortement de délicatesse pour dire, bah voilà, en gros, nous on est vos fournisseurs, c'est pas à nous d'assumer vos problèmes de trésor. Donc il y a l'État qui fait des prêts, il y a machin, il y a ci, il y a mi. Donc nous vous nous payez parce que voilà, c'est pas à nous de devoir absorber ça. Et puis si jamais vous nous avez déjà payé, ne tenez pas compte de ce mail. C'est bourré d'indélicatesse. C'est bourré d'indélicatesse. Et je vous l'ai mis parce que la réaction de la personne qui a reçu ce mail-là, elle a été immédiate. Ces gens-là ne seront plus nos fournisseurs. Voilà, c'est fini. Ces gens-là n'ont pas pris leur téléphone pour savoir comment on allait. Et le pire, c'est que les gens qui ont reçu le mail en question avaient payé leur fournisseur. Donc, ils ont reçu ça de façon hyper violente et sans considération humaine et sans prendre le temps de voir si vous allez bien, etc. Ça a été hyper mal vécu par la personne qui l'a reçu. Voilà, ça manquait typiquement de tact, effectivement, de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, l'interdépendance, elle se voit aussi dans l'ouverture. Ici, un exemple. C'est un prestataire de visite, donc c'est la ferme Costonnard d'autrefois. Ils réouvrent et ils vous disent à venir, surtout à venir jusque chez nous. N'oubliez pas, vous pouvez aller acheter les fromages ici, vous pouvez ceci, vous pouvez cela. Cette logique de porter l'intelligence collective, de porter le collectif, cette interdépendance qui est très forte sur certains de nos territoires. Je voudrais vous montrer, c'est encore le gîte de tout à l'heure qui a fait les petits gestes dans leur site web, là sur leur site web, que vous trouvez aussi dans le gîte.
Alors ça, je l'avais jamais vu dans le tourisme. En fait, ils ont rénové une bâtisse magnifique et du coup, ils ont mis tous les prestataires du bâtiment qui sont intervenus en disant, bah voilà, le domaine, c'est pas juste notre aventure, c'est une aventure humaine. Merci à tous les hommes, les femmes et les entreprises qui ont travaillé sur le projet. Sans vous, on n'aurait rien pu faire. Et voilà tous ces gens. Et donc, vous avez sur le site web le cuisiniste. Vous avez sur le site web le mec qui a fait l'escalier. Enfin voilà, ça, j'avais jamais vu sur des sites internet de prestataires touristiques. Et c'est cette idée, encore une fois, d'interdépendance, de valorisation du collectif. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir dans cette logique-là. On a vu des initiatives portées pendant le confinement, notamment dans le Lot, 10 campings qui sont des campings néerlandais, donc créés par des Néerlandais, qui ont bien compris que ça allait être très compliqué de pouvoir recevoir les Néerlandais cet été, sachant qu'on ne savait absolument pas ce qu'il en était des frontières, etc. Et du coup, ils ont dit, bah, il faut qu'on soit malin, il faut qu'on se mette ensemble, quoi. Donc, ils se sont mis les 10 ensemble et ils sont en train, ils ont commencé à réfléchir et à pousser de l'offre, etc., pour exister sur le marché français. Mais plutôt que de chacun essayer d'exister de son côté, ils se sont mis ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Donc, cette idée de travailler en intelligence avec vos pairs. Dernier point, et là encore, j'espère que les nouvelles sanitaires nous amèneront à ne pas avoir à vivre ça. Mais on a commencé à voir fleurir des mauvais comportements, avec notamment en Bretagne, vous avez peut-être vu cette image, de locaux qui ont mis un joli mot sur le pare-brise de voitures parisiennes. Pendant le confinement, des Parisiens sont allés s'installer dans leur résidence secondaire et ils n'ont pas forcément été hyper bien accueillis. Je crois que c'est dans le Lot, il y a des gens qui sont allés pour des obsèques en plus, ils sont du coup allés dans un gîte. Le matin, ils se sont levés, ils avaient les 4 pneus crevés de leur voiture. Le propriétaire du gîte était absolument catastrophé de la situation, vous imaginez bien. Donc, j'espère que la crise sanitaire, elle va nous rassurer et on va avoir des indicateurs qui vont continuer à être bons et qui ne vont pas cultiver cette peur de l'autre. Mais aujourd'hui, cette peur de l'autre, elle peut exister sur certains territoires, elle peut exister avec beaucoup de promiscuité, avec la sensation d'être envahi sur certains territoires. Et du coup, la population locale, c'est aussi une cible de communication. Alors, je pense que c'est une cible de communication au-delà de l'entreprise, hein, c'est une cible de communication même collective d'une destination. Et les institutionnels ont certainement une place à prendre là-dedans. Mais il y a des enjeux forts là-dessus, effectivement, en étant, par exemple, de bons conseils pour proposer à vos clients des drives, pour pas qu'ils aillent remplir le supermarché déjà bien rempli, pour leur proposer de remplir le frigo à leur place, voilà, pour là encore préserver la population locale. Comment est-ce que vous pouvez dire aussi à la population locale que vous avez réfléchi pour que toutes ces choses-là, elles se passent bien? Et du coup, expliquer aussi que sur un territoire, quand le tourisme se met à pas aller bien, eh bien, certains territoires, c'est un chiffre d'affaires absolument nécessaire pour que le territoire vive. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'avait jamais eu besoin de communiquer. Je pense que c'est un os à ronger avec les institutionnels, c'est pas un os à ronger tout seul, mais c'est un enjeu. Qu'est-ce qu'il sera? J'en sais rien. Clairement, les indicateurs sanitaires nous donneront des éléments là-dessus. Pour terminer, communiquer, c'est choisir un ton à son message. Je vous invite à réfléchir à parler avec tact, avec délicatesse, avec sensibilité. L'humour, pourquoi pas? Certains le tentent. Vous avez ici Castelnaudary qui communique avec des cassoles de cassoulet. C'est très sympathique, etc. Ok, pourquoi pas? Je vous invite quand même à y aller avec parcimonie sur l'humour, avec légèreté, positivité, oui, avec humour, voilà, allez-y mollo. Mais quoi qu'il en soit, surtout avec authenticité, avec votre cœur, il faut que ça vous ressemble. C'est un enjeu absolument majeur de communiquer sur quelque chose qui émane de vous fondamentalement et qui soit en accord avec qui vous êtes. Le petit mot de la fin, enfin d'un peu méthodologique. Hiérarchisez vos actions, vous ne pouvez absolument pas tout faire. On vous a dressé un panorama des enjeux et du champ des possibles. L'idée n'est évidemment pas de tout faire, c'est pas possible. Donc l'enjeu, c'est d'aller piocher peut-être là-dedans ce qui vous parle, ou vous vous dites là, je pense que j'ai un truc à faire parce qu'avec mes clients, je pense que j'ai pas assez gardé le lien, par exemple. Donc, et chaque fois quand vous allez réfléchir à faire quelque chose, je vous invite à réfléchir à la chose suivante.
identifiez ce que ça vous coûte par rapport à ce que ça vous apporte. Okay, monter une usine à gaz pour un truc qui a peu d'intérêt, le faites pas. Okay, le faites pas. Si pour vous c'est un truc hyper compliqué, vous n'avez pas de base de données, c'est pas maintenant que vous allez commencer à vous dire il faut que j'envoie des mails à mes clients d'ici la semaine prochaine. Pas possible, c'est une usine à gaz, d'accord? Donc réfléchissez bien quel est l'intérêt effectivement pour vous de mener ce travail-là. Hiérarchisez parce que vous ne pourrez pas tout faire. Quand on n'a rien à dire, on dit rien, on dit rien. Communiquer pour communiquer, ça n'a aucun intérêt. Faites des choses qui vous ressemblent. Voilà, et ça sera déjà vachement bien de réfléchir dans cette logique-là pour la suite. En termes de conclusion, Benoît, tu es là? Oui, je suis là. Ben oui, la conclusion, c'était quand même assez intéressant de se rendre compte que tout ce qu'on vient de dire, enfin tout ce que tu viens de dire, mais bon, je suis à fond derrière toi, d'accord, c'est vraiment un investissement sur l'avenir. Hein. Une fois que le déconfinement il va être sorti, on va être sorti, je pense qu'en fait on aura vraiment un état d'esprit avec un sentiment de liberté totale, vraiment un vrai besoin de profiter. Je pense que ça nous a beaucoup accéléré. Hein. Moi, je reviens là-dessus parce que je vous invite à aller voir les webinaires de l'IFOP là, qui en font quelques-uns, qui sont assez intéressants et centrés donc justement sur comment la population a géré ce confinement. Et ce qui ressort quand même, c'est cette notion d'accélération. Et cette accélération de certaines tendances sur justement les comportements, ce qui est important, ce recentrage justement sur à la fois la peur, mais l'espoir sur l'écologie, par exemple, malgré qu'on ait une démarche un petit peu contraire avec l'usage des plastiques là en ce moment, où en fait finalement on met du plastique un peu partout. Mais dès que ça va être fini, il y a un sentiment quand même des principaux chargés d'études qu'on va vraiment basculer dans l'accélération encore plus forte autour de l'écologie et ce genre de choses. Donc en fait, cette résilience-là, les bonnes pratiques, remonter la pente économique, tout ça, on va être dans une vraie cacophonie. Hein. Enfin, on commence à le voir un petit peu déjà là maintenant, parce qu'on est en semi-sortie. Hein. Et les messages qui vont être assez brouillés, qui vont s'entrechoquer les uns les autres, ben, ce qui fera peut-être la différence, enfin, moi j'en suis persuadé de toute manière, c'est justement toute cette notion de valeur, de revenir vraiment vers le vrai, le retour à l'essentiel, rester extrêmement centré sur le client, tout ce qu'on a vu, sur ce qu'il peut y vivre, donc sur sa dimension expérientielle, jouer vraiment la force des émotions là-dessus, c'est ce qui fera la différence, c'est certain. Et pour preuve, on voit quand même aujourd'hui, même quand on joue dessus, il faut être très vigilant quand même parce que le moindre écart, et si vous n'apportez pas la preuve, vous avez un comportement qui n'est pas en lien justement avec ces valeurs, alors là, c'est un boomerang direct dans la tête. Alors, donc, c'est un avantage concurrentiel, c'est sûrement quelque chose de très intéressant pour la suite, mais avec une vigilance et un engagement réel et profond sur ce que sont les valeurs et sur le monde de demain, comme beaucoup le disent, et le tourisme de demain, qu'est-ce qu'il va être? Eh bien, il va être sûrement centré très fortement là-dessus. Voilà. Voilà, ton micro. Bah, Véronique, attends. Oui, Voilà. pardon. On a du coup terminé. On va vous libérer avec un petit mot de la fin sur, hop, ici, le prochain webinaire qui vous est proposé. Du coup, ça sera Benoît et Arnaud qui seront là. C'est le 8 juin de 14h à 15h30, pardon, l'adaptation cruciale aux besoins sanitaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, David, tu vas revenir nous voir pour le petit mot de la fin. Est-ce que tu es là? Ouais, super, David. Voilà, donc moi, je clôture et je laisse la parole à David. Merci beaucoup à vous. Voilà, haut les cœurs. Voilà, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles, qu'on va avoir des bonnes nouvelles sanitaires, qu'on va pouvoir mettre une énergie positive dans tout ça et qu'on va, voilà, on va sortir la tête hors de l'eau après et encore pendant cette situation compliquée. Voilà, donc soyez motivés, on pense fort à vous et on espère que ça va bien se passer. Bon courage à tous. Eh bien, merci déjà à vous deux. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très efficace. Ça nous donne beaucoup de leviers à ne surtout pas négliger pour mettre en valeur les avantages concurrentiels et communiquer autrement. Donc, je pense que c'est énormément de bonnes choses à retenir. Moi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps parce que l'heure du repas est en train d'arriver et je sais qu'il y a l'appel du ventre. Simplement, je vais revenir sur 3 choses. D'abord, je vais aborder très brièvement le passe-rebond volet tourisme.
Donc, c'est un dispositif de la région Occitanie qui a pour objectif de soutenir les projets de développement et d'investissement des entreprises touristiques, notamment en apportant un appui sur les dépenses liées à la modernisation, la mise en norme, aussi les conseils stratégiques, la stratégie numérique et ou encore l'innovation. Donc, c'est un dispositif qui, pour l'instant, est limité dans le temps, puisqu'il ira jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, je ne peux que vous inviter à prendre toutes les informations utiles sur le site du Hub Entreprendre Occitanie et à vous rapprocher de vos conseillers tourisme dans vos CCI respectives. Ils pourront vous aider à établir si un projet est éligible et si c'est le cas, ils vont vous accompagner dans le montage du dossier. Seconde chose, où je vais faire un focus très rapide, c'est sur un produit de la Chambre de commerce de l'Hérault qui est notre annuaire des prestataires web, PrestaWeb. Je fais l'accompagnement d'entreprises en transformation du numérique, la cartographie de leurs besoins digitaux et on a souvent un moment où ils vont me demander vers qui se tourner pour accomplir cette transformation, vers quel prestataire chercher le service adéquat. Donc, nous avons mis en place PrestaWeb pour vous permettre d'entrer en contact facilement avec des professionnels de l'ensemble des points de vue digital, que ce soit pour créer ou faire évoluer un site internet, établir votre stratégie de réseaux sociaux, ça rentre parfaitement dans le cadre de ce qu'on a vu aujourd'hui, combler vos besoins en graphisme ou même la gestion de projets digital. Donc, vous trouverez des professionnels qualifiés pour vous accompagner sur PrestaWeb, donc soit en tapant sur Google, soit en passant par notre site de la Chambre de commerce de l'Hérault. Et la toute dernière petite chose, n'hésitez pas surtout à consulter les agendas des partenaires que nous sommes, à vous abonner à nos newsletters, à suivre nos réseaux sociaux. Au-delà d'un dispositif comme À vos côtés, on vous trouve aussi d'autres initiatives et d'autres dispositifs à même de vous aider durant cette période très particulière. Et pour conclure, je tenais simplement à vous remercier toutes et tous pour votre participation. Un grand merci de la part des 4 partenaires, les CCI du Gard, de l'Hérault, les ADT du Gard et de l'Hérault. Un grand merci à ID Réseau de nous accompagner dans cette très belle démarche. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, ruez-vous sur les liens d'inscription pour les prochaines échéances. Nous vous y attendons très nombreux. Encore merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.